Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de curation, ce que c'est la curation et en quoi ça peut vous aider à générer plus de trafic justement grâce au contenu qui a été réalisé par des tiers. Et on verra ensemble quelques outils qui vont vous aider à le faire. Alors d'abord, une petite définition pour ceux qui ne le savent pas, parce que le mot curation est un petit peu abscon, hein, c'est un peu du jargon marketing. C'est tout simplement faire de la veille pour identifier des contenus intéressants, des pépites en fait, hein, qui sont vraiment à valeur ajoutée, qui vont intéresser votre communauté et votre écosystème. Le but avec la curation, c'est tout simplement de filtrer toutes les news, nouvelles, informations qui arrivent à votre portée ou que vous allez rechercher, pour uniquement retenir les informations les plus pertinentes et les plus importantes qui vont bien sûr vous intéresser vous, mais surtout intéresser votre communauté et votre écosystème. Le mot en fait curation vient du latin curare, hein, c'est tout simplement prendre soin, c'est-à-dire prendre soin de la veille sur un secteur d'activité à la place des autres. C'est donc une activité à forte valeur ajoutée, c'est pas comme écrire un article de blog qui est totalement innovant, totalement réalisé par vous, mais vous allez quand même faire un travail important de sélection. Ça épargne en fait aux autres personnes le temps de rechercher, de lire des newsletters, de sélectionner les bonnes informations. En fait, vous leur mâchez le travail, vous leur faites le boulot. En fait, au lieu d'aller dire 10 blogs et de recevoir 50 newsletters et de voir si c'est intéressant ou pas, ils vont tout simplement vous dire bah voilà, tiens, il y a ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut retenir cette semaine. La curation peut être vraiment très sérieuse, c'est-à-dire qu'on va vraiment filtrer par exemple les bonnes pratiques d'un secteur d'activité, ou alors on va faire de la curation de manière un peu plus ludique, c'est-à-dire qu'on va par exemple publier des images drôles, des citations, etc. En exemple, j'aime beaucoup en fait Michael Aguillard, hein, qui est conférencier coach dans le domaine de la vente, qui publie très régulièrement sur son LinkedIn une série de photos qui est j'ai un job mais je m'en fous, où en fait il montre un petit peu des bêtisiers de gens qui sont au travail. Là ici par exemple le dernier qu'il a publié, c'est quelqu'un qui travaille dans une bijouterie et qui fait un petit message pour des alliances avec marqué dessus des prénoms de filles, hein, Claire, Ariane et Juliane, et en texte d'illustration c'est pour une femme et une maman merveilleuse, tes trois hommes, alors que ce sont des prénoms de filles. Donc bon, voilà, il y a plein de choses comme ça, et donc c'est un petit peu quelque chose de drôle qui va sortir un peu de l'ordinaire et qui va permettre d'avoir différents contenus et faire sortir un petit peu aussi votre communauté des trains-trains habituels. Donc la curation permet donc de générer de l'engagement, aussi de la polémique, puisqu'en fait parfois, et de l'émotion, parfois on peut sortir un petit truc qui va être pas trop sérieux et qui va vous permettre donc de sortir de votre zone habituelle d'influence et de pouvoir entamer la discussion avec les lecteurs. Encore une fois, hein, Michael Aguillard avait sorti il y a quelques jours en fait une photo d'un journal où il y a tout simplement indiqué qu'il y aura une dédicace de François Hollande à l'espace culturel de Plérin, et en fait tout de suite là ça a généré un maximum d'engagement, il y a eu plusieurs centaines de commentaires et de likes, etc., etc. Et en fait sortir ce petit truc là, le truc c'est que c'est un petit peu hors sujet, il faut faire attention justement avec tous les sujets qui sont liés à la politique et à la religion, mais bon, comme c'est un petit peu drôle, ça peut passer. Donc en fait, ça permet de gérer de l'engagement, ça permet d'avoir du buzz. Les gens qui ne vous connaissent pas comme ça peuvent vous découvrir parce que des personnes ont partagé cette publication, ce que j'ai fait moi, puisque j'ai trouvé ça original et je l'ai partagé sur mon profil LinkedIn. Et donc, ça donne une visibilité supplémentaire. Donc Michael, comme ça, gagne de la visibilité et selon la théorie des liens faibles, c'est-à-dire que ce ne sont pas vos contacts directs qui vont vous rapporter du chiffre d'affaires, mais plutôt les amis de vos contacts qui vont ainsi découvrir votre offre et qui seront peut-être vos prochains clients. Donc c'est intéressant comme ça d'aller publier des infos, puisque ça permet de faire autre chose que de la création de contenu qui est souvent longue et compliquée, parce que écrire un article de blog, faire une vidéo, faire un podcast, faire un dessin, faire une illustration, faire un schéma, c'est long et c'est assez compliqué parfois d'avoir de la véritable valeur ajoutée et de le faire très régulièrement. Donc la curation comme ça permet directement d'aller récupérer un autre point de vue, un contenu original, quelque chose que vous ne faites pas, etc.
Donc en fait, il y a 3 grands usages pour la curation. Le premier usage, tout simplement, c'est alimenter en contenu vos comptes sur les médias sociaux. Le but, en fait, c'est d'être perçu comme un expert, une référence dans un secteur ou publier des informations parfois un peu plus ludiques, comme je le disais, qui vont permettre d'avoir un plus fort engagement, puisqu'en fait, plus les gens vont commenter, plus les gens vont partager, plus les gens vont liker en fait vos contenus, à vous ou les contenus qui sont issus de la curation, plus en fait ils vont les voir de manière régulière. Donc ça peut être, comme je le disais précédemment, des images, des vidéos informatiques, des infographies. Donc avec la curation, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez alterner comme ça des contenus un petit peu sérieux et des contenus plus ludiques qui permettent donc d'améliorer votre portée, d'avoir un peu plus de viralité. Voilà. La curation aussi permet aussi de varier un petit peu le type de contenu. Moi je sais que j'écris beaucoup d'articles, je fais un petit peu de podcast, je fais un petit peu de vidéos et tout ça, mais je fais pas, par exemple, je suis pas capable de faire des dessins, je passe par un freelance externe, je suis pas capable de faire du photomontage, je vais pas aller faire une veille sectorielle sur tous les médias sociaux. Donc en fait ça permet un petit peu de varier ce que je fais et donc d'ajouter un petit peu de fun au lieu d'être resté tout le temps concentré sur mon contenu, sur mon entreprise, puisque au bout d'un moment, si vous faites que les trucs qui viennent de votre entreprise, les gens sont un petit peu lassés, tandis que si vous variez un petit peu ça, ça fait varier un petit peu les plaisirs. C'est comme si vous étiez un restaurateur spécialisé dans les pâtes, si de temps en temps vous faites autre chose que des pâtes, en entrée, c'est pas mal. Il faut un peu de légumes, il faut un peu de viande, etc. Donc si vous mangez toujours la même repas, toujours la même chose, à la fin, ça devient ennuyeux. Voilà. Donc en plus, en ajoutant des contenus d'autres sources qui sont non concurrents, quelque part vous améliorez aussi un petit peu l'image de votre entreprise, puisqu'en fait ça montre que vous suivez d'autres actualités, que vous sortez un petit peu de votre coin et que c'est un peu plus large que votre entreprise à vous. Voilà. L'autre objectif, en fait, le deuxième, c'est tout simplement de se faire connaître en tant qu'influenceur en relayant leur contenu. En fait, comment on fait pour se faire connaître et reconnaître d'influenceurs? Tout simplement, en fait, on va partager, on va tweeter, on va commenter leur contenu. Par exemple, on va retweeter quelque chose, on va relayer sur LinkedIn et on va dire merci telle personne pour ce commentaire. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai remercié Michael Aguillard pour une publicité qu'il avait remarquée de Free, qui était assez originale, assez drôle, et donc en fait je l'ai mentionné dans les commentaires, et ce qui permet un petit peu de donner une petite relation. Si après, en fonction en fait de ce qu'a prouvé Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation, quand vous faites comme ça un acte de gentillesse entre guillemets, si vous faites comme ça quelque chose pour quelqu'un de manière entre guillemets gratuite, la personne devient ainsi entre guillemets redevable, puisqu'en fait vous avez relayé auprès de votre communauté ces contenus, donc quelque part lui il devient redevable de vous, et souvent en fait c'est une bonne pratique pour après rentrer en contact avec la personne en disant voilà, j'adore ce que tu fais, je t'ai relayé 4-5 fois, la personne va dire bah oui, il m'a relayé 4-5 fois, il m'a donné de la visibilité, est-ce que tu pourrais à ton tour maintenant relayer un truc intéressant, je pense que ça pourrait intéresser ta communauté, etc., etc. Donc en fait ça crée comme ça une relation de confiance virtuelle entre vous et cet influenceur, donc c'est vraiment intéressant. Le troisième point qui est intéressant, c'est de pouvoir se placer comme référence en curant, c'est-à-dire en sélectionnant une activité et des actualités surtout sur un secteur d'activité. C'est en fait la veille sectorielle. C'est parfois dans un secteur d'activité on ne peut pas tout suivre tout le temps, et donc en fait au lieu de faire ce gros travail de veille qui prend beaucoup de temps, moi par exemple je ne le fais plus du tout. Avant je faisais beaucoup de veille sur tout ce qui se faisait, des PowerPoint, des vidéos et tout ça, et maintenant je me concentre sur quelques newsletters qui sont devenus des références, et en fait j'en suis maintenant 3-4 et je sais que j'aurai le meilleur en lisant ces news et que je vais rien louper, parce que par exemple sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, ça bouge énormément. Donc en fait le but en étant comme ça une référence, c'est de devenir en fait entre guillemets la référence du domaine, l'expert dans le domaine, et ensuite gagner en visibilité auprès de son écosystème et de se dire si j'ai une info, maintenant je sais qui est l'expert sur tel domaine d'activité. Ça, il y a quand même pas mal de gens qui sont spécialisés là-dessus et qui sont fait un bon créneau de niche en disant voilà, le spécialiste de Facebook Ads, le spécialiste de ceci, le spécialiste de cela, c'est telle personne et
Et bien sûr, le dernier point, le dernier aspect de la curation, c'est faire de la veille sur son secteur d'activité pour surveiller, bon, bien sûr, ses concurrents, mais également ce qui se passe sur les tendances du marché, etc., etc. Mais ça, en fait, je l'ai traité dans un autre article. Vous suffit de taper sur conseil marketing, surveiller son réputation, faire de la veille, et je vous explique ça dans un article de blog. Là, en fait, on va revenir à la curation. Comme je vous disais, c'est bien de curer, entre guillemets, de faire de la curation et de récupérer des informations intéressantes, mais ce qui est important, c'est de le diffuser. Puisqu'en fait, ça ne sert à rien de faire de la curation pour vous. Autrement, c'est néanmoins de la veille sectorielle que vous allez, ou veille concurrentielle, que vous allez mettre dans votre entreprise, que vous gardez dans votre Outlook, etc. Le but, en fait, c'est d'aller certes rassembler de l'information, mais surtout de la diffuser, la valoriser pour se faire reconnaître comme un expert. En fait, on peut avoir deux possibilités. Quand on fait de la curation, c'est-à-dire qu'on va partager des contenus, on a deux options quand on fait du partage. La première, en fait, c'est ce qu'on fait, moi je fais assez régulièrement, c'est pas ce que je fais le plus, moi je fais à peu près aller du 60%, c'est du 60% c'est de la récupération d'informations et de l'intégration dans mon contenu, et je fais à peu près 40% de partage. Alors qu'est-ce que c'est? Le partage, en fait, c'est on va prendre une actu et on va directement la partager en laissant bien entendu la source, en laissant de contenu, en mettant juste un petit commentaire éventuellement. Donc c'est par exemple sur Facebook, vous avez une vidéo qui est assez intéressante. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo qui a été faite par Brut sur tout ce qui est couleur, et c'est vraiment assez intéressant, et je ne peux pas apporter beaucoup de valeur ajoutée là-dessus. C'est une vidéo, c'est sur Facebook, je la relais sur Facebook, et voilà, tout simplement ce que je fais, c'est que je la publie. Et je la partage en fait avec un bouton partager ou retweeter sur Twitter, etc., etc. Donc ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de valoriser la personne qui est à l'origine. Ça peut bien sûr ne pas vous épuiser parce que vous avez juste un petit bouton à faire, etc. L'inconvénient, c'est que quand vous faites ça, vous n'êtes pas reconnu comme la source. Souvent, ça a été relayé par une autre personne. Souvent, en fait, vous apportez pas de forte valeur ajoutée. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit complément d'information, mais c'est tout. Vous mettez pas forcément un lien vers votre blog à vous, parce que finalement, ok, c'est bien de faire la curation, c'est bien de pousser de l'information, mais c'est quand même assez intéressant aussi de pousser les gens vers vos contenus à vous. Voilà. Donc en fait, vous êtes pas vraiment en fait dedans. Alors bien entendu, il faut pas non plus aller trop loin, parce qu'on verra tout à l'heure, si on se réapproprie le contenu, il ne faut pas voler. Donc l'intérêt en fait de ce fait de faire un petit bouton de partage, c'est que voilà, vous avez découvert un truc intéressant, vous le partagez directement et vous montrez que vous êtes un expert, que vous êtes altruiste, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quand par exemple, je partage un truc qui est direct, où je ne peux pas apporter de valeur ajoutée, et qui est par exemple une vidéo, et qui me permet de faire reconnaître par un influenceur. La deuxième chose, ce que je fais dans 60% des cas, comme je vous le disais, c'est en fait de reprendre le contenu à moi-même en apportant plus de valeur ajoutée. Par exemple, vous avez ici une petite image qui s'appelle les 7 péchés capitaux du web, qui est en fait un truc un peu classique, on le voit partout. Instagram, c'est le voyeurisme, la luxure, c'est Tinder, enfin bon voilà. Donc en fait, c'est une image que j'ai récupérée sur LinkedIn et que j'ai publiée sur mon profil Facebook, tout simplement parce que j'ai changé de réseau, je l'ai passé d'un réseau à l'autre, et là en plus il y a le logo du créateur de cette infographie qui s'appelle Wix. Donc en fait, ok, oui, je prends l'image, oui, je la poste de LinkedIn et je la mets sur Facebook, mais je laisse en fait en valeur le créateur original, etc. Et là je ne l'ai pas fait, mais je le fais souvent, c'est qu'en fait à ce moment-là je rajoute une petite mention disant voilà, et si vous voulez créer votre site internet, ou si vous voulez tout connaître des médias sociaux, vous avez ici un article de blog où j'explique ce que c'est Pinterest, que c'est ceci, que c'est cela. Voilà. Donc l'avantage en fait, lorsque vous faites comme ça une réappropriation, alors bien sûr, il ne faut pas faire du vol, c'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever le logo, faut pas, si c'est quelqu'un qui l'a créé le truc, vous allez bien sûr le mentionner dans les commentaires, etc., etc. Donc le but, l'avantage, c'est que vous avez en fait, vous êtes à l'origine du contenu, vous pouvez modifier le contenu, vous pouvez mettre un lien vers votre blog, etc., etc. L'inconvénient, c'est qu'attention à ne pas être accusé de vol si vous faites si vous faites par exemple une reprise totale d'un contenu écrit, là c'est du vol. Si vous réappropriez un commentaire qui a été fait ou des choses comme ça. Le but en fait, c'est prendre une information qui est copyrightée, qui est déjà associée à quelqu'un et à laquelle vous allez apporter de la valeur, etc. Donc en fait, le but en fait, c'est vraiment aussi de pouvoir mentionner les gens. Moi je le fais régulièrement.
quand je fais comme ça un truc assez intéressant, par exemple pour, je reviens pour le truc de la pub Facebook que j'ai relayé, qui a été fait par Miguel Aguilar, je l'ai mentionné, je dis merci à Miguel Aguilar pour ce truc assez intéressant. Voilà. Donc le but c'est pas de voler, de copier-coller, c'est d'apporter plus de valeur, de mentionner les gens, de remercier, etc. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de faire ça quand en fait on a un contenu par exemple en anglais et qu'on va en fait traduire et qu'on va tout simplement synthétiser en une image. Ça c'est vraiment assez intéressant à mettre. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est d'alterner un petit peu les deux. Comme je vous le disais, on ne va pas faire 100% de partage, on ne va pas faire 100% de réappropriation. Ça dépendra le contexte, ça dépendra le contenu et ça c'est vraiment essentiel. Par exemple, une personne a téléchargé ou mis à disposition sur LinkedIn, Facebook, etc. une image en anglais, mais que vous trouvez géniale, rien ne vous empêche de la télécharger, de la traduire en français et de la relayer. Donc en conservant la source de l'image, éventuellement en mentionnant la personne qui est à l'origine, mais là vous n'êtes pas forcément obligé parce que, enfin à l'origine du partage, hein, pas à l'origine de l'image. L'origine de l'image, vous ne changez pas, vous faites une traduction, vous laissez le logo de la personne originale et vous tout simplement diffusez là-dessus le contenu en ayant apporté cette petite traduction. Donc ça c'est vraiment de la valeur ajoutée et ça justifie tout à fait le fait de prendre le contenu et de vous le réapproprier. Un autre exemple en fait c'est vous avez une nouvelle intéressante, une vidéo, une image, un article, etc. Et tout simplement vous ajoutez un petit commentaire, c'est ce que fait régulièrement Bruno Friedlansky. En fait il a sur son compte LinkedIn, il publie régulièrement des infos sur les médias sociaux, etc. Et puis avant cette fameuse publication, il apporte son petit commentaire, il fait une petite synthèse. Ça fait 5-6 lignes, mais en fait ça donne envie de lire déjà d'une part, et ensuite en fait ça résume ce qui se passe derrière, ça donne un petit point de vue, ça donne un éclairage, et tout de suite bam, ça apporte vraiment de la valeur ajoutée. L'astuce en fait, si jamais vous faites de la curation pure et dure, c'est-à-dire que vous faites juste un partage, l'intérêt parfois c'est pas juste partager, c'est-à-dire que vous n'allez pas cliquer sur le bouton partager, mais vous allez en fait reprendre le texte, reprendre le contenu, éventuellement citer la source et mettre le lien, sauf que le lien en fait vous allez l'intégrer via l'outil qui s'appelle Sniply, snip.ly. Donc c'est un petit service en fait qui permet de rajouter une mini pub en bas à droite du lien qui va s'ouvrir et qui a été modifié grâce à Sniply. En fait, le principe est simple, vous prenez une URL que vous allez partager sur les médias sociaux. Imaginons que vous avez vu un article qui est super intéressant sur un blog. Vous allez donc prendre l'URL de cet article de blog, vous allez le copier dans Sniply. Dans Sniply, vous aurez créé votre mini pub qui va être automatiquement intégré quand les gens vont cliquer avec ce lien spécifique. En fait, Sniply, c'est ça. Ça rajoute en fait une espèce de petite fenêtre sur tous les liens qui sont modifiés par leur intermédiaire. Et donc comme ça, vous pouvez mettre une petite publicité. Alors l'intérêt, il est double. Un, en fait, bien sûr, vous allez copier ce lien et vous allez diffuser, puis les gens qui vont cliquer dessus vont voir votre pub. Deux, l'autre intérêt qui est encore plus fort, c'est que vous allez mentionner la personne qui est allée à l'origine de cette news. Par exemple, c'est un site internet, c'est un blogueur, n'importe quoi, et vous vous dites merci pour cette information, c'est génial. Et bien entendu, il y a de fortes chances que la personne qui soit très contente d'être mentionnée là-dessus, elle va tout simplement retweeter votre contenu et donc bien sûr le lien que vous avez modifié avec la petite pub qui apparaîtra quand les gens vont cliquer dessus, et donc vous allez ainsi bénéficier d'un peu de trafic. Alors ça marche bien quand vous relayez, donc comme je le disais, des contenus qui sont automatiquement retweetés ou quasi systématiquement retweetés par la personne qui les a réalisés. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est un service qui fonctionne en freemium, qui est jusqu'à je ne sais plus combien de milliers de vues. Alors attention, ça ne fonctionne pas sur tous les sites internet. Par exemple, j'ai testé il n'y a pas très longtemps, c'est un site qui s'appelle arte.tv, il y avait un super documentaire sur le marketing, je me suis dit waouh, ça en fait ça va intéresser pas mal de gens, ça va faire pas mal de buzz, etc. etc. Donc en fait j'ai copié ce fameux lien et je l'ai tout simplement mis sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait en testant avec Sniply, je me suis rendu compte que la petite publicité n'apparaissait pas. Donc en fait il y a certains sites qui sont protégés là-dessus et vous ne pourrez pas le faire systématiquement. Voilà. Une dernière astuce, tout simplement, c'est, comme je vous le disais précédemment, c'est de réexploiter les contenus d'un réseau à l'autre. Par exemple, là, j'ai vu une petite infographie qui était sympa, qui était publiée sur LinkedIn, et je l'ai reprise et je l'ai mis sur Facebook, je l'ai mis sur Twitter. Sur LinkedIn, j'ai fait qu'un partage, mais en fait, sur Facebook, sur ma page et mon profil, et sur Twitter, j'ai copié l'image directement et j'ai rajouté ma petite URL. Donc en fait, ce partage, en récupérant
à votre sauce le contenu. Pour moi, je le trouve intéressant, puisqu'en fait là, on change de réseau. Si c'est juste un relais de quelqu'un qui a relayé le truc, moi je considère que vous n'êtes pas obligé de le mentionner comme étant à la source de la news, parce que parfois c'est lui qui était à la source, mais parfois c'est d'autres personnes. Donc moi je trouve ça plus tolérable. Quand on est dans le même réseau, c'est quand même plus pertinent de partager, tandis que si on change de réseau, c'est plus intéressant de se réapproprier la nouvelle. Voilà. Donc ça c'était des petites astuces et quelques petits principes assez simples. Ensuite, en fait, je voulais un petit peu parler de la curation qui est utilisée pour devenir une référence dans un secteur d'activité. Comme je le disais précédemment, c'est un des 4 objectifs de la curation. L'objectif, en fait, ce serait de diffuser une veille vraiment sectorielle pour devenir une pointure, une référence dans votre secteur. Et ça nécessite quand même un gros travail, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Si vous faites une promotion importante, si vous avez une belle visibilité, ça vous permet comme ça de devenir quelqu'un de très connu. Je vous donnerai quelques exemples, puisqu'en fait on peut diffuser cette fameuse veille via différents canaux et différents médias. Par exemple, moi j'utilise beaucoup la veille de Social Media Proof, donc Olivier Montreux, qui en fait fait une veille tous les lundis. En fait, on reçoit une newsletter avec qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur Facebook, LinkedIn, etc. etc. Et c'est vrai que ça m'évite moi d'aller rechercher qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle nouveauté, etc. Donc c'est assez sympa et j'aime bien le regarder. Donc vous pouvez faire cette veille sectorielle via une newsletter. Alors attention, choisissez un sujet qui est précis. Il y a tellement de gens qui font de la veille sur les médias sociaux, sur tel sujet, que si vous vous mettez à faire un sujet qui est aussi large que ça, vous n'arriverez jamais à sortir du lot. Donc première chose, c'est choisir une niche qui est relativement précise, et 2, après, c'est vous faire connaître. Voilà. L'autre chose également qui est assez intéressant, c'est l'agence Ballistique qui est spécialisée dans tout ce qui est luxe, etc. et qui réalise en fait une veille sectorielle dans le domaine du luxe avec des cas pratiques, des exemples, et qui diffuse en fait via un PowerPoint qui est mis sur SlideShare, mais également des articles de blog. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, le format est sympa, et ça permet comme ça de copier-coller, de faire une news qui est assez riche, et d'être son propre média et diffuseur d'informations. J'aime également aussi ce que fait Jean-Luc Raymond. Jean-Luc Raymond en fait a un compte Twitter qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes, et en fait tout simplement Jean-Luc il publie très régulièrement sur son compte Twitter des informations sur les médias sociaux, etc. Et c'est vrai que si vous voulez rien louper des médias sociaux, vous avez une richesse d'informations sur son flux Twitter. Une autre possibilité, c'est de passer par des solutions de curation, le plus connu étant le petit français Scoopit, qui génère vraiment beaucoup de trafic. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, j'y reviendrai juste après dans l'article, dans ce contenu, le cas de Frédéric de Bailleul, qui attire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes tous les jours sur son flux. Je ne sais plus à combien de centaines de milliers de lecteurs il est, on verra tout à l'heure. Mais en fait, ils ont un vrai trafic. C'est-à-dire que Scoopit et Paperly, voire même Flipboard, ont un vrai trafic. Il y a beaucoup de gens qui vont sur ces sites-là pour récupérer de l'information. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un blog, au lieu d'avoir un site internet, au lieu d'avoir un compte Twitter, ou même au complément d'un compte Twitter, ils synthétisent dans ces comptes de curation des super contenus. Il y a plein de gens qui adorent ça, qui sont abonnés soit par flux RSS, soit par newsletter, etc., etc. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ces sites-là en fait vous permettent de mettre vos favoris dans un tableau, un petit peu comme Pinterest, etc. Et vous avez tous vos favoris qui sont les meilleurs liens dans un secteur d'activité. Donc ça c'est vachement sympa. Et donc après vous pouvez bien sûr relayer ces infos sur votre compte Twitter, sur votre compte Facebook, etc., etc. Et vraiment c'est très utile, et ça permet en fait à certaines personnes qui n'ont pas le temps d'écrire un blog, qui n'ont pas le temps vraiment de tout faire, en un clic en fait, dès qu'ils voient un truc sympa, hop, ils le mettent dans leur Scoopit, et ainsi en fait ils ont entre guillemets le meilleur du meilleur sur un sujet thématique, un sujet de veille. Donc là c'est vraiment bien, mais pour que ça fonctionne, il faut aller après partager sur son réseau. Puisqu'en fait, si vous faites juste rassembler des meilleurs contenus sur Scoopit ou Paperly, ok, très bien, mais si vous n'en parlez pas à une communauté, si vous ne mentionnez pas des gens, etc., ça ne sert à rien. Il est vraiment essentiel de faire la promotion de son compte Scoopit. L'autre point également que je trouve intéressant, c'est Olivier Andrieux, qui est comme une référence, qui est une référence dans le domaine du référencement depuis des années avec ses nombreux bouquins, ses bibles du référencement, qui a une newsletter sur un secteur d'activité qu'il envoie à une liste de clients. C'est même une newsletter payante dans ces cas-là. Alors bien entendu, la newsletter payante, c'est quand même relativement rare, il faut apporter énormément de valeur ajoutée. Vous pouvez le faire de manière gratuite, en fait, comme le faisait Olivier Monteux tout à l'heure. Voilà, donc
c'est relativement simple. J'aime bien aussi un autre exemple, c'est Catherine Dard, qui réalise un Facebook Live tous les mardis et tous les jeudis, et elle donne en fait en live les dernières actualités sur les médias sociaux, sur le marketing, etc. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'elle a vraiment une vraie notoriété. Elle a créé entre guillemets un journal, un rendez-vous hebdomadaire ou bi-hebdomadaire en fait avec ses lecteurs, et elle fait même maintenant intervenir des gens, et donc ça devient vraiment un espèce de buzz, quoi. C'est pas juste en fait une vidéo qu'on publie, il y a vraiment une vraie actualité, les gens se mettent dedans, ils peuvent regarder le replay. On est vraiment sur un rendez-vous qu'on donne de manière régulière, et en faisant intervenir comme ça des experts dans sa veille, ça lui permet de gagner encore plus de visibilité, puisqu'en fait les gens qui vont tout simplement intervenir là-dessus vont aussi faire la promo de ces contenus-là. Donc voilà, donc je trouve ça assez sympa, et ça permet aussi de capitaliser sur la viralité des médias sociaux, Facebook, etc. Vous pouvez également utiliser, là je ne l'ai pas mis en exemple, mais on peut utiliser par exemple des images de la BD d'illustration qui seront relayées sur les médias sociaux, et Pinterest et compagnie. Donc à vous de voir en fait sur quel format vous pouvez utiliser. On peut très bien aussi imaginer un podcast, comme mon podcast, qui soit dédié sur les dernières nouveautés, les dernières actualités dans tel domaine et tel secteur. Voilà. Donc je voulais juste vous dire que si vous voulez vous lancer là-dessus, vous dites voilà, tiens, je vais créer une newsletter, je vais créer un compte Facebook, je vais créer une page, je vais créer un groupe, je vais créer ceci, cela. Il est bien important en fait de vous dire que ça prend du temps. Il faut vraiment apporter un maximum de valeur ajoutée. Il faut choisir une thématique qui est vraiment très très ciblée, parce qu'en fait ça ne se fait pas en 3 secondes. Généralement quand vous faites ce truc là, il faut déjà avoir l'habitude de faire de la veille, il faut déjà faire un truc en interne. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez formaliser en externe ce que vous faites en interne. Donc ça nécessite un gros travail. C'est comme si on écrivait des articles de blog. Donc vraiment, c'est essentiel de se dire que ça prend du temps. C'est comme si vous faisiez de la veille pour vous, sauf que vous allez la remettre en forme après derrière pour les autres. Donc c'est un petit peu une digestion du contenu. Donc c'est pas juste aller je bouffe un truc et c'est fini. Non, je bouffe un truc, je bouffe de l'actualité et j'en redistribue et j'en resserre un petit peu, je la reforme sur un autre niveau. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment essentiel de se dire ça, c'est un vrai travail. Et souvent, en fait, on travaille aussi avec un blog en fait, qui est au centre et qui permet de diffuser cette news et d'avoir, entre guillemets, une plateforme sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour diffuser du contenu sur les médias sociaux. Parce que c'est clair, si vous avez juste en fait un compte Scoopit ou un compte, par exemple, Twitter, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites pour fidéliser les gens? Comment vous faites pour qu'ils achètent vos produits ou vos prestations? Le fait que vous ayez un compte Scoopit fait que vous n'avez quand même pas les coordonnées des gens qui s'abonnent. Vous ne pouvez pas leur envoyer un email, vous ne pouvez pas envoyer une promotion, vous ne pouvez pas leur dire attendez, tiens, c'est moi, je sors une formation, tiens, j'ai un peu de temps libre, je peux faire du consulting et tout ça. Donc là, le blog est vraiment intéressant parce que si vous récupérez les adresses des gens, si vous les incitez à s'inscrire sur Facebook, vous mettez en place un chatbot, vous pouvez les contacter. Si vous avez une notification via le navigateur sur votre site web, vous pouvez les contacter, etc., etc. Donc en fait, il faut se dire que la news, elle est bien, mais il faut aussi avoir un système derrière pour en fait récupérer les coordonnées des gens qui suivent votre actualité. Alors bien sûr, vous pouvez par exemple mettre dans un podcast une incitation à télécharger un guide. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, si vous êtes intéressé par le blogging, j'ai sorti un bouquin gratuit qui s'appelle Comment rentabiliser un blog. Donc vous pouvez aller là-dessus. Il faut également faire de la promo sur ces produits payants. Par exemple, là, on va faire le quart d'heure pub, mais vous avez ma formation vidéo qui s'appelle la Star Marketing Academy. Vous avez plein de trucs et astuces sur comment générer du trafic, fidéliser les clients, etc. C'est 25 € par mois. Donc voilà, il faut se dire, tiens, comment je vais pouvoir insérer ma pub là-dedans. Je vous avais dit en fait tout à l'heure que je vous mettrais un exemple de personnes qui ont quasi exclusivement un compte Scoopit pour faire leur veille et juste un compte Twitter pour la diffuser, ou presque. C'est Frédéric de Bailleul qui fait une veille très très intéressante sur la formation 2.0 avec plein d'outils pour faire des choses, pour faire du marketing, etc. qui est vraiment top. Et en fait, son compte Scoopit a accumulé à ce jour 1,9 million de visites, et à ce matin, il était 9h ou quelque chose comme ça, et il avait déjà engrangé 34 visites sur sa page. Donc il y a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Mais c'est un vrai travail, ils en publient 3, 4, 5 tous les jours, c'est un vrai boulot, il est renommé là-dessus, quoi. Voilà. Je voulais aussi maintenant vous parler d'outils pour la curation. J'en ai déjà cité pas mal d'outils. La curation, en fait, elle datait,
on va dire des années 2000. En fait, à l'époque, c'était des sites comme Digg. Il y avait aussi des sites comme Scoopeo. Si pour les plus anciens d'entre vous, ils se souviendront de ces sites où on mettait ses favoris et tout ça. On parlera aussi de Delicious, hein, pour ceux qui sont un petit peu anciens dans le web. C'était des sites au départ qui permettaient comme ça de mettre en place sa veille et de mettre en place tous ses meilleurs liens. Ces sites-là en fait ont un petit peu perdu de leur force au fil du temps parce que tout simplement les gens ont un compte Twitter, un compte Facebook, etc. Et puis finalement c'est aussi simple de suivre un compte Twitter ou de suivre une page Facebook pour avoir des infos. Donc ces sites sont un petit peu tombés en désuétude, surtout qu'il y avait beaucoup de manipulations, des gens qui faisaient des clans de voteurs pour monter en homepage, etc., etc. Donc en fait, ces sites-là de curation où on mettait ses favoris sont un petit peu tombés en désuétude parce que maintenant vous pouvez les mettre sur votre compte sur les médias sociaux et les retrouver derrière. Néanmoins, il reste encore donc de la place là-dessus avec des outils par exemple comme je le disais, Scoopit et Paperly, parce qu'en fait ils font pas que vous permettre de mettre vos favoris. Ce qui est intéressant avec Scoopit et Paperly, c'est qu'ils vont vous suggérer d'autres contenus. C'est-à-dire que vous êtes passionné, je sais pas, par les voitures anciennes, vous avez un truc tout sur les voitures anciennes, et de temps en temps, Scoopit va vous suggérer des astuces sur les voitures anciennes qui ont été faites par d'autres personnes, et vous pouvez les lire et dire ah oui ça c'est pas mal, et puis vous pouvez consulter et les ajouter à votre Scoopit. C'est-à-dire que vous créez votre propre tableau et vous l'enrichissez avec des suggestions. Donc ça c'est intéressant si par exemple vous êtes dans le domaine du marketing et vous dites tiens j'aimerais bien rassembler de temps en temps des infos sur tel domaine et le relayer auprès de ma communauté. Comme ça vous évite en fait d'aller faire beaucoup de recherches, passer des heures à sélectionner les meilleurs articles. C'est eux qui le font pour vous. Voilà. Alors je vous ai quand même parlé de quelques autres outils qui sont assez intéressants, qui sont un peu moins puissants, qui génèrent un peu moins de trafic. Par exemple, vous avez Reddit. Reddit, en fait, c'est un site aux États-Unis qui fonctionne plutôt bien. C'est un équivalent de Digg-like, enfin de Digg, digg.com, qui permettait en fait à l'époque Digg de publier en fait ses news. Reddit, c'est un peu la même chose. On va publier ses news là-dessus. Vous avez également Pearl Trees qui fonctionne en fait sur le principe de la carte mentale, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir organiser de manière graphique vos différents bookmarks. Bookmarks, c'est vos favoris. Vous avez Storyfy qui fonctionne un petit peu en mode visuel comme un petit journal. Vous avez Feedly qui permet aussi de mettre vos favoris. Vous avez Flipboard, etc. Tout ça en fait c'est des sites qui vous permettent aussi un petit peu comme Scoopit et compagnie de mettre vos favoris dessus. Voilà. Et d'avoir des suggestions de favoris. Vous avez aussi des outils qui vous permettent de diffuser de manière automatique des contenus, par exemple Curata, Tribber, etc., etc. Donc là, c'est des outils vraiment de sélection de contenu. Mais la curation permet d'aller plus loin, parce qu'en fait, la curation permet aussi d'alimenter vos collaborateurs, vos employés. Si vous êtes une entreprise et surtout une grande entreprise, vous pouvez utiliser des outils qui vont vous permettre en fait de partager des informations qui ne parlent pas que de vous. Parce que en fait, souvent quand on est une grande boîte, on a tendance à demander à ses employés à partager manuellement des contenus de la boîte. Or, en fait, les mecs, les commerciaux, le marketing et tout ça, à un moment donné, ils sont pas un panneau publicitaire, ils ne veulent pas mettre que vos articles, que leurs pubs, parce que quelque part, c'est leur image. Donc, en fait, en utilisant des solutions d'employee advocacy, c'est-à-dire que c'est des programmes d'ambassadeurs internes, où vos collaborateurs deviennent en fait les promoteurs de votre entreprise. Avec ce programme d'employee advocacy, vous allez certes relayer vos contenus, mais en plus, vous allez en fait publier de temps en temps des contenus externes, des contenus un peu drôles, des contenus un petit peu décalés, qui vont en fait un petit peu varier le ton et la couleur de ce que vous publiez, ce que eux ils vont publier sur leurs réseaux sociaux. Donc en fait, cet employé advocacy est vraiment intéressant parce que on sait très bien que les marques ont certes un réseau, mais les collaborateurs ont également beaucoup de contacts, et il faut utiliser la viralité d'outils comme LinkedIn, comme Facebook, comme Twitter pour avoir plus de visibilité. Alors c'est surtout vrai sur LinkedIn, puisque sur LinkedIn il y a une vraie valeur ajoutée à publier les contenus de son entreprise. Sur Facebook, vous aurez beaucoup de gens qui seront réticents parce que sur Facebook ils diront mais non, mais Facebook c'est privé, c'est que mes amis, je vais pas faire la publicité sur mon Facebook, va te faire foutre, je suis pas un panneau publicitaire ambulant, Facebook c'est pour mes amis, voilà. Et ils peuvent aussi avoir un compte Twitter.
Moi, en fait, je l'avais fait quand j'ai travaillé pendant quelques temps pour FIC CRM en Belgique. Et ben en fait, j'avais mis en place un système, c'est-à-dire que tous les managers d'entreprise et les personnes du marketing, c'est vraiment les gens qui avaient tout intérêt à ce que il y ait une diffusion maximale des contenus d'entreprise. Et ben ils avaient une diffusion automatique et manuelle des contenus. C'est-à-dire que j'avais utilisé à l'époque c'était Zapier pour relayer automatiquement les articles du blog selon différentes thématiques ou différentes langues, selon les différents pays. Par exemple, les Hollandais publiaient uniquement les articles du blog hollandais, les Français c'était les articles du blog français, et les managers belges relayaient les actualités en anglais ou en français selon leur souhait en fait. Et donc ça c'était vraiment intéressant pour eux parce que ils n'avaient pas à envoyer eux-mêmes leur tweet, et ils avaient juste en fait à se laisser guider de manière automatique. Et en complément de cela, ce qui était important de le faire, c'est d'envoyer manuellement à l'intérieur de l'entreprise une newsletter en indiquant aux gens, attendez, si ça vous intéresse, partagez ces infos. Et donc en fait j'avais une sélection de news qui était faite soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle, en disant tiens regardez, il y a ça qui était intéressant. On avait même également fait pour certains événements, on avait une soirée FICI qui avait été mise en place en Belgique avec nos clients. Et donc c'était un gros événement, et donc en fait on avait fait un petit concours en interne avec un concours de tweets ou de retweets sur l'annonce de la soirée, etc., etc. Et donc c'était vraiment intéressant, il y avait des petits cadeaux à gagner, c'était vraiment très light et ça avait mis une bonne ambiance, et j'avais offert comme ça, je crois que c'était une boîte, une box en fait pour un week-end ou quelque chose comme ça. Ça, c'était une manière un peu amateur. Si vous voulez faire de manière plus professionnelle, vous avez des outils comme par exemple Social Dynamite ou alors Social Imap qui permettent en fait de filtrer, de sélectionner et de diffuser de manière vraiment ciblée les contenus. Voilà. Donc la curation, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'intégrer et d'alimenter des informations sur vos médias sociaux. Ça permet de connecter et de diffuser des informations intéressantes. Voilà, et ça permet en fait d'avoir un meilleur ROI parce qu'on ne peut pas tout produire, c'est vraiment compliqué. Voilà. Vous pouvez aussi vous amuser à sélectionner par exemple des images sur Pinterest, des vidéos sur YouTube, des articles de blog. Comme ça va tout alimenter. Voilà. Bon, bien sûr, ça nécessite soit de s'abonner à des comptes Twitter, Facebook, soit tout simplement d'utiliser des outils comme Scoopit, comme je le disais, etc. Donc, quelques pièges quand même de l'usage de la curation. La curation peut prendre énormément de temps. Parfois, on peut avoir l'impression de travailler en consultant des infos au lieu de produire des infos. C'est-à-dire qu'on va lire 15 newsletters, on va trouver un truc sympa, et en fait, on va relayer des images, des trucs drôles. Or, en fait, faut faire attention au retour sur investissement de tout cela. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux déléguer ça à un outil ou à un service qui va centraliser tout ça. Donc, il faut vraiment se dire que c'est intéressant parce que ça permet de donner de la visibilité, ça permet d'avoir de la viralité, mais il ne faut pas y passer non plus des heures et des jours. Il faut mesurer le retour sur investissement de ce travail-là. Ensuite, il faut faire attention parce que parfois, en fait, vous allez diffuser de l'info et sans le savoir, cette personne-là a un accord avec des concurrents ou des choses comme ça, donc il faut faire gaffe. Il faut faire également attention à ne pas diffuser des informations non pertinentes. Parfois, il y a des fake news, parfois c'est des canulars, parfois, en fait, c'est des trucs qui sont complètement décalés, qui sont has-been. Donc attention parce que c'est votre image qui est en jeu, donc ne diffusez pas tout et n'importe quoi. Voilà. Attention aussi à ne pas diffuser trop de contenus qui sont pas à vous. Comme moi je l'ai fait à un moment donné. En fait, à un moment donné, je faisais beaucoup de curation sur conseilmarketing.com. Je faisais la pub du jour, c'est-à-dire que tous les jours, je mettais une publicité qui était soit une image, soit une vidéo, qui n'était pas à moi. Je mettais juste une phrase et puis la pub. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que pas mal de lecteurs s'étaient désabonnés, et j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disaient ouais, mais Conseil Marketing, c'est plus ce que c'était avant. C'était vraiment une référence. On avait des super articles, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement en fait de la pub, c'est plus intéressant, etc. Donc j'avais trop dilué en fait des contenus à valeur ajoutée, j'étais resté trop dans la curation, et la curation à faible valeur ajoutée. Voilà. Et puis le dernier point, quand on fait de la curation, on s'attend à ce que vous publiez des trucs vraiment à la pointe. Donc si vous publiez des vieux trucs tout pourris, qui ont été déjà vus et revus, vous allez avoir des gens qui vont dire non mais de toute façon c'est pas intéressant ce que tu dis, on l'a déjà vu, etc. Et donc vous allez passer pour quelqu'un d'un peu has-been. Voilà. Donc la curation, comme je le disais, dans la plupart du cas, ça vous servira à compléter votre dispositif de content marketing, des contenus en fait que vous avez publiés sur vos médias sociaux avec une sélection qui sera importante. Vous n'allez pas publier n'importe quel truc. La bonne pratique vraiment, c'est reprendre des informations en anglais et à les traduire. Là, vous apportez de la valeur ajoutée, ça vous prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment sympa à faire.
Concernant le ratio, hein, comme je vous le disais, pas plus de 50% de curation, autrement vous allez un petit peu saouler les gens, et il faut quand même que vous mettiez en avant votre expertise là-dessus. Voilà. Moi après ce que j'avais fait donc, pour ces fameuses pubs, j'avais arrêté de les mettre une par une et je faisais des compiles, par exemple les 70 plus belles publicités de street marketing. Ça avait un peu plus d'impact, ça me permettait d'ajouter plus de contenu, plus de valeur, etc. etc. Voilà. Alors autrement, pour améliorer aussi votre curation et simplifier votre curation, vous pouvez utiliser des petits outils. Moi par exemple j'utilise plusieurs outils. Le premier en fait c'est Buffer, buffer.com, B-U-2-F-E-R, qui permet en fait de programmer automatiquement mes contenus ou des contenus tiers. Donc c'est vraiment sympa, il y a une offre freemium, donc en fait on peut programmer jusqu'à 10 articles 10 articles à la série, à la volée en fait, à la suite. Donc ça suffit largement pour alimenter une semaine complète. Donc vous pouvez programmer comme ça une semaine de publication. En alternative, en français, Swello, qui est un petit franchouillard, qui au début s'appelait Clock Tweets, qui permet en fait de publier sur Twitter et Facebook, qui est assez sympa, qui aussi propose une version freemium qui permet de publier beaucoup plus de choses. Par contre, on est limité en termes d'images, parce que sur Buffer, on peut publier, je crois, jusqu'à 4 images. Sur Swello, en offre gratuite, je crois qu'on peut publier qu'un seul. Mais en tout cas, Swello, c'est un bon outil. Moi, j'utilise les deux. J'utilise en fait Buffer et Swello, ce qui me permet comme ça en fait de pouvoir publier des news de manière régulière sur différents comptes. Autrement, un autre point, on parlait de curation, mais il ne faut pas oublier aussi de curer vos contenus à vous. Souvent, en fait, c'est un petit peu la fuite en avant quand on crée du contenu toutes les semaines, puis on oublie qu'on a créé du super contenu il y a quelques semaines, quelques mois auparavant. Donc en fait, dans ces cas-là, on va utiliser un plugin qui est génial, qui est en freemium également, qui s'appelle Revive All Post, qui permet de la republication automatique de vieux contenus sur Twitter. Et c'est vraiment bien. Vous pouvez également le faire sur Facebook, si je me souviens bien. Mais moi, je le fais surtout sur Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, il va reprendre vos articles que vous avez sélectionnés selon une catégorie, selon un mot-clé, selon ceci, selon cela, selon une ancienneté. Moi, par exemple, j'ai dit à Revive All Post de republier tous mes articles de moins de 2 ans qui sont dans la catégorie promotion, marketing, etc., mais pas tout ce qui est article dans la section divers ou actualité, parce que ça, c'est justement des actualités et des choses diverses que je ne veux pas remettre, parce qu'en fait, c'est souvent des trucs qui sont temporels, des salons, des choses comme ça. Donc en fait, ça sert à rien de retweeter des vieux trucs comme ça. Donc lui, en fait, il va retweeter de manière en fait aléatoire des vieux contenus et qui sont toujours bien sûr d'actualité parce que je les ai sélectionnés dans les bonnes catégories. Donc ça, c'est un contenu qui est assez sympa et ça permet vraiment de redonner un petit peu de visibilité et pas uniquement faire trop de curation et pas être toujours à la recherche de contenu, nouveaux contenus et créer de nouveaux contenus non-stop. Voilà. Donc ça, ce plugin est assez sympa. Si vous voulez voir un peu ce que ça donne, il suffit d'aller sur mon compte Twitter et vous regardez tous les tweets où il y a marqué un classique. Et ça veut dire en fait que c'est un retweet qui est fait de manière automatique et aléatoire par Revive All Post. Donc voilà, donc ça c'est un plugin qui est vachement sympa, que je vous conseille d'utiliser. Une petite remarque aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que attention à ces systèmes de republication automatique, puisqu'en fait avec les évolutions des différents algorithmes, le fait de republier un contenu, vous mettez juste un lien qui part vers un site internet externe, ou c'est juste en fait un petit résumé qui a été publié, ça devient de moins en moins efficace. Ce qui est quand même plus efficace, c'est d'aller directement en natif, taper un vrai texte original sur Facebook, etc., mettre des photos que vous avez uploadées vous-même, etc., mettre une vidéo que vous avez uploadée vous-même. C'est quand même beaucoup plus efficace que d'aller faire un relais automatique comme ça avec Buffer, avec Swello ou avec Revive All Post. Néanmoins, c'est tellement pratique qu'il faut pas se lasser de faire ça. Moi, ma bonne pratique, elle est très simple, c'est-à-dire que dès que je publie un nouvel article, je dis bien un nouvel article, et je vais le faire manuellement. Je vais créer un texte sur LinkedIn, je vais créer un texte sur Facebook, je vais créer un texte sur Twitter, je vais uploader manuellement des images, sélectionner les bonnes images, etc., etc. Et après, en fait, au bout d'un certain temps, je laisse faire la machine de manière automatique avec Revive All Post, ou alors je publie de manière automatique avec juste le titre et puis les images avec buffer.com ou Swello. Voilà. Le dernier point que je voulais vous dire dans ce petit enregistrement, c'est qu'il existe aussi un site de curation c'est un petit peu un gros site de curation, on va dire, c'est Google Actualité.
Google Actualité, il compile aussi des sites d'actualité et il publie des infos. Alors il y a certains blogs qui ont réussi à être publiés là-dedans. Je parlerai par exemple de Eric Dupin de Presse Citron, hein, qui a un excellent blog sur la techno qui date depuis les années 2000, presque plus vieux que Conseil Marketing d'ailleurs. Notre ami Eric est dans Google Actu et ça lui attire beaucoup de trafic. Donc si vous êtes plusieurs rédacteurs dans l'entreprise, si vous publiez des actualités de manière très très régulière, vous pouvez demander à être listé dans Google Actu. Alors ils sont très sélects, moi j'ai essayé plusieurs fois, j'ai à chaque fois été boulé, hein, tout simplement parce que j'écris 1 ou 2 articles par semaine, c'est pas d'actualité, c'est moi qui suis le rédacteur principal du blog, donc forcément je fais pas partie des sites d'actu, mais il est possible de le faire. Vous regardez en fait sur Google Actu, hein, il y a une petite procédure qui explique comment le faire et les contraintes pour le faire. Voilà, j'espère que cet enregistrement vous aura plu et que vous connaissez toute la curation. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon blog Conseil Marketing, hein, vous avez plein d'actu, plein de news, vous avez cet article-là au format texte, vous pourrez cliquer sur tous les liens, le partager sur les médias sociaux et bien sûr n'hésitez pas à partager ce podcast, cette vidéo, etc. à vos amis, ça sera ma plus belle récompense. Et puis si vous voulez aller encore plus loin dans la récompense, hein, comme je le disais, c'est l'instant promo, n'hésitez pas à taper Star Marketing Academy pour 25 € par mois. Vous avez tous les mois 2 heures, à peu près 1 à 2 heures de vidéos avec des trucs et astuces, le défi du mois sur comment vous allez pouvoir booster vos résultats. Je vous lancerai un défi tous les mois. Et en plus, vous allez bénéficier de tous les archives qui existent en fait, hein, du blog, de la formation plutôt. Vous avez quasiment 40-50 heures de vidéos archives que vous pouvez exploiter avec des trucs et astuces concrets à mettre en place tout de suite. Voilà, c'était un enregistrement sur la curation. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné des idées. À vous de voir ce que vous pouvez récupérer et comment vous pouvez mettre en place une stratégie de curation. Allez, bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.